Bonjour à tous et désolé de ne pas être parmi vous ce soir, mais je vais essayer en quelques minutes de vous donner l'essentiel de mon propos sur le concept de l'entreprise contributive. Donc vous le savez, nous sommes à la convergence des pics, hein, un pic de l'érosion de la biodiversité, le pic des émissions de gaz à effet de serre, le pic des dettes privées et publiques dans pratiquement tous les États du monde, le pic de l'extraction des métaux et quand on arrive en haut d'un pic, quel qu'il soit, la descente est souvent plus périlleuse que la montée. Et donc le défi qui est devant nous maintenant, que ce soit au niveau macroéconomique, au niveau des entreprises, c'est d'arriver à maintenir une économie viable sous contrainte de flux, car l'économie va se contracter compte tenu du fait que l'énergie disponible jusqu'à présent, qui était très très abondante, va l'être de moins en moins pour deux raisons. Une raison morale qui nous oblige à baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'environ 6 à 7 par an si on veut tenir l'objectif de l'accord de Paris, hein, c'est-à-dire les fameux 1,5 degré de réchauffement moyen. C'est déjà très très mal barré. Et aussi, de toute manière, on sait que même s'il reste beaucoup trop de gaz, de pétrole et de charbon dans les entrailles de la Terre, que la déplétion de ces ressources fossiles est inéluctable. Donc il va bien falloir qu'on apprenne tôt ou tard à s'en passer. Donc l'objectif maintenant, c'est comment on arrive à payer les salaires, comment on arrive à maintenir une paix sociale avec une économie qui va se contracter. Et heureusement, il y a des solutions pour arriver à faire cela, à condition bien sûr d'aligner un certain nombre de planètes. Alors, on a cru longtemps, certains continuent d'y croire, que on va trouver des solutions technologiques pour ne rien changer à nos modes de vie euh, donc permettre la continuation de nos modèles de société tels qu'on les a connus depuis des décennies, simplement par la magie de quelques technologies magiques qui nous permettraient de continuer de faire comme avant. Alors, ça commence par l'hydrogène, bien sûr. Tout le monde pense que c'est une énergie qui va nous permettre de remplacer le pétrole. Bien sûr, c'est une fake news de premier niveau, car, comme certains le savent, pour produire de l'hydrogène qui n'est pas une énergie primaire, eh bien, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et si on veut qu'elle soit verte, cet hydrogène, eh bien, il faut des énergies renouvelables. Et compte tenu des rendements des électrolyseurs et des piles à combustible, l'hydrogène, c'est tout à fait possible de la produire proprement, mais il faudra de telles quantités d'énergie que ça restera une énergie qui restera extrêmement chère pendant encore des décennies. Alors certes, il y aura des possibilités d'utilisation de cette énergie pour certains usages spécifiques, notamment dans les aciéries, mais pour remplacer à équivalent de ce qu'on utilise pour le pétrole, pour nos véhicules notamment, c'est une illusion complète. Alors, on croit aussi que les énergies renouvelables vont nous permettre de remplacer la puissance installée en fossiles. Ça aussi, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Vous savez que le mix énergétique mondial est composé à 83% d'énergie fossile aujourd'hui et que, et à peu près à 20% d'énergie renouvelable dans lesquelles on a placé le nucléaire et que à date, vous savez que chaque centrale photovoltaïque ou chaque centrale d'éolien offshore ou onshore qui s'installe sur la planète ne vient en aucun cas remplacer des puissances installées fossiles de puissance équivalente. Donc en fait, on ne fait que qu'empiler les systèmes de production énergétique et sans jamais en fait procéder à une transition. On entend beaucoup ce terme de transition. Transition, ce serait de remplacer l'une par l'autre, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. On est plutôt dans un processus donc d'addition des sources de production d'énergie. Alors, quand bien même on arriverait demain à faire cette substitution du renouvelable à la place du fossile, eh bien, compte tenu du temps qui nous reste, hein, c'est-à-dire à peu près 27 ans pour aller vers une économie net zéro carbone, il faudrait qu'on puisse installer des centrales photovoltaïques et éoliennes dans une telle quantité que ça paraît quand même peu probable qu'on arrive à avoir les ressources capitalistiques et même les métaux pour pouvoir arriver à mettre toute cette puissance installée en place.
Et quand bien même nous pourrions arriver à faire cela, dans le temps qui nous reste, le sujet de la disponibilité des métaux se pose, car bien entendu, les énergies renouvelables, comme vous le savez, sont des énergies qui sont extrêmement peu concentrées. Il leur faut énormément de place pour arriver à produire la même quantité d'énergie que les énergies fossiles, qui sont, elles, très très concentrées. Donc il y a des problèmes d'acceptabilité, bien sûr, il y a des problèmes d'espace vital, tout simplement. Et puis aussi, il y a le problème principal qui est le problème de l'intermittence, qui fait que ben, c'est des énergies qui sont très peu pilotables et qui nécessitent, pour maintenir le service, comme on dit, de les combiner avec des énergies pilotables. Et il n'y en a pas tant que ça, des énergies pilotables, hein. Il y a le fossile, bien sûr, mais il faut s'en débarrasser. Il y a le nucléaire, qui pose quand même un certain nombre de problèmes dans beaucoup de pays. Parce que le nucléaire, dans un pays démocratique, pourquoi pas? Dans un pays qui l'est moins, ça pose déjà plus de problèmes. Et puis, il faut une grande stabilité politique pour ce type d'énergie. Et puis l'hydraulique, bah, tous les pays, hélas, n'ont pas la possibilité d'avoir des grandes capacités de stockage avec de l'hydraulique. Donc, une fois qu'on a dit ça, bon, on voit bien que la seule solution qui s'offre à nous, de toute façon, c'est de passer par la case sobriété. Et la casse sobriété, c'est pas l'efficacité énergétique, hein. Il y a beaucoup de confusion entre efficacité énergétique et sobriété, hein. Les politiques utilisent beaucoup ce terme d'efficacité énergétique, mais l'efficacité énergétique, ça fait des décennies que les entreprises, avec leurs ingénieurs, travaillent sur des machines plus performantes d'une génération à l'autre. Et c'est vrai que dans l'IT, dans les moteurs thermiques, dans les machines de toute nature, eh bien, de génération en génération, on progresse forcément parce que on tire les enseignements des machines des versions précédentes et on arrive, grâce à cela, à produire toujours plus avec moins d'énergie. Sauf que quand on produit toujours plus avec moins d'énergie ou moins de ressources, moins de matières premières, on le sait depuis le paradoxe de Givens, qui l'avait mis en évidence il y a déjà plusieurs décennies, que ben, lorsqu'on rend moins cher une production de n'importe quel type de produit, parce que ce produit consomme moins d'énergie, moins de matières premières, eh bien on le rend plus disponible sur une assiette plus large pour plus de consommateurs, plus de clients. Et ce que l'on gagne en intensité, on le perd systématiquement en volume. Et le cas le plus emblématique de l'application de ce paradoxe, c'est bien sûr l'IT, hein, chaque génération de chipsets numériques permet de produire, de transporter plus de data par unité d'énergie consommée. Et malgré tout, eh bien, ce secteur industriel consomme toujours plus d'énergie car, bien entendu, les possibilités offertes par la technologie offrent des nouveaux univers, nouveaux horizons, notamment sur la taille des écrans, sur la latence, sur la capacité de stockage, sur la vitesse également, qui fait que, bon, bah, in fine, on consomme toujours plus d'énergie. Donc la sobriété, c'est complètement différent. La sobriété, c'est d'accepter qu'on est dans un monde fini et c'est se dire, voilà, dans tout un tas de domaines, dans tous les domaines même des activités industrielles, on va partir d'un maximum que l'on connaît aujourd'hui, d'un maximum de production et de consommation, et on va mettre en place un process qui va conduire à consommer toujours moins de ressources en valeur absolue, c'est-à-dire sans jamais dépasser la consommation maximum du point de départ du plan de sobriété. Et d'ailleurs mettre en place l'efficacité énergétique au service du toujours moins, donc sans bien sûr accepter l'effet robot qui finalement condamne toutes les économies d'énergie qui sont nécessaires. Alors ces plans de sobriété, ça nécessite bien sûr beaucoup de leadership et beaucoup de volontarisme de la part de ceux qui décident de mettre en place ce type de plan, parce que l'objectif bien sûr c'est de consommer toujours moins, de moins en maintenant bien sûr l'essentiel. Et donc, bien entendu, ça pose la question de savoir est-ce que ben, finalement on va pouvoir maintenir dans notre économie de demain tous les services et tous les produits qui sont à notre disposition aujourd'hui. Bien sûr que non, hein. Il va bien falloir qu'on fasse des choix entre ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel. Donc essentiel, bien sûr, pour le bien-être de nos concitoyens,
mais aussi essentiel à la maintenabilité des conditions de la vie sur cette planète. Et donc on en arrive tout de suite au mythe de la croissance verte, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de faire monter le GDP, le PIB des États à l'infini, avec une pression environnementale qui serait toujours moindre dans le futur? Bon, la réponse est bien sûr parfaitement non. C'est une fake news, ça aussi, hein, de faire croire aux gens qu'on va pouvoir monter ce PIB à l'infini avec des ressources qui sont finies sur cette planète. Et donc, il va bien falloir qu'on invente donc un nouveau modèle économique de prospérité sans carbone et sans flux physique carboné à notre disposition. Ce qui nécessite bien sûr une vision politique sur la façon dont on va pouvoir maintenir un équilibre social déjà entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. C'est-à-dire que ceux qui ont trop, bah, ce sont les pays qui ont quand même largement bénéficié jusqu'à présent de la manne fossile, donc les pays riches, hein, les pays développés dont on fait partie, nous, en Europe. Mais si on veut faire en sorte aussi que le déséquilibre qu'il y a entre nos pays, entre les sources de revenus de nos pays et les pays dits émergents qui, de toute façon, n'émergeront jamais avec les mêmes modèles que nous, on a connus ces dernières années, il faut leur laisser à ces pays la possibilité au moins d'arriver à un niveau de développement matériel minimum si on souhaite maintenir une paix sociale à l'échelle planétaire. Parce que les inégalités sont telles aujourd'hui que ce sont des facteurs de troubles géopolitiques dont on voit déjà les stigmates partout sur la planète depuis quelques années. Donc en fait, en d'autres termes, autrement dit, c'est que nous, on doit bien sûr baisser au maximum nos consommations de ressources, de métaux, d'énergie bien sûr, et d'énergie fossile en particulier, pour laisser aussi à ces pays la possibilité d'en consommer un peu, elles pour leur part, parce que autant on va être capable de produire notre nourriture autrement, de construire autrement, de se déplacer autrement, mais pour un certain nombre d'infrastructures, ça va être très difficile de se passer de matériaux de construction qui sont extrêmement polluants et qui le resteront, quoi qu'on fasse. Donc, c'est pas de mal veille qu'on fera des ponts, des tunnels ou des hôpitaux en tofu, en bambou. Il faut être réaliste, hein. Donc, on aura encore besoin d'utiliser des modèles constructifs, notamment pour les infrastructures, qui sont extrêmement consommateurs de ressources, et autant les utiliser plus particulièrement dans les pays du Sud, et essayer de maintenir dans nos pays notre patrimoine le mieux possible sans chercher à le développer plus avant. Alors, pour rester compatible avec ce monde qui est maintenant fini. On s'en rend compte, même si ça fait 70 ans qu'on le savait, ça fait 50 ans que le rapport Meadows est sorti, on n'a pas du tout écouté les scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a très très longtemps parce qu'on était complètement drogué à cette énergie fossile magique, pas chère, et qui nous a permis donc un développement de bien-être matériel extraordinaire, et qui nous a permis aussi d'améliorer les conditions d'hygiène, qui nous a permis aussi de, 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 de d'augmenter notre durée de vie en bonne santé, même si aujourd'hui ça baisse un peu, mais il y a eu quand même beaucoup d'effets magiques hein, grâce à cette énergie. Mais maintenant, il faut se rendre à l'évidence que continuer d'émettre du CO2, ça va vite s'assimiler, et c'est déjà le cas, un crime contre l'humanité. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à s'en passer. Pour arriver à s'en passer, on peut y arriver dans quasiment tous les domaines, à condition eh bien de revoir en fait tout simplement le modèle économique des États et les modèles d'affaires des entreprises. Donc, le modèle d'affaires des entreprises, c'est ce qui contribue à créer de la valeur aujourd'hui essentiellement économique. Mais on sait que dans 99% des cas, les entreprises qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui sont les entreprises qui polluent le plus, hein, car les externalités négatives associées à leur modèle de production, eh bien, ne sont pas prises en compte en fait dans leur comptabilité. Et on peut comme ça créer générer des milliards d'euros de chiffre d'affaires et même de marge
sans avoir à payer pour les pollutions induites par le système de production de l'entreprise, ce qui est quand même, vu des anthropologues du XXIe siècle, qui sera perçu comme quelque chose d'un peu d'anachronique, d'arriver à créer autant de valeur économique sans avoir à rendre compte, en fait, aux écosystèmes et sans avoir à prendre en compte la réparation, la maintenabilité de ces écosystèmes. Bon, c'est comme ça, on pourra sans doute tenter de faire des procès au passé, hein, lorsque viendra l'heure de rechercher des responsables. Mais en attendant, il est urgent dans la décennie à venir, vu qu'il nous reste extrêmement peu de temps pour inverser la tendance, d'essayer de mettre en place des nouveaux modèles contributifs qui vont nous permettre donc d'arriver à concilier donc le monde des affaires avec les limites planétaires. Alors, dans les 5 piliers de l'entreprise contributive, le premier à mettre en place, c'est d'accepter en fait l'implacabilité des faits scientifiques, hein, comme données d'entrée de la stratégie de l'entreprise. Alors, les faits scientifiques, maintenant, je pense qu'il n'y a plus personne enfin plus grand monde en tout cas, qui peut contester l'évidence, hein, l'évidence des changements climatiques et surtout ce que nous dit le GIEC aujourd'hui, des fameux 400 gigatonnes de CO2 de budget qui nous restent si on veut rester sous l'1,5 degré, à peu près 1150 si on veut rester sous les 2 degrés. Au rythme actuel des émissions mondiales, vous savez qui sont aux alentours de 37,5 gigatonnes. On aura mangé ce budget des 400 gigatonnes dans moins de 10 ans et dans un peu moins de 20 ans sur les 2 degrés. Donc, ça veut dire qu'au rythme actuel des émissions mondiales, si on ne change rien, on va largement exploser ces fameuses limites des 1,5 degré et 2 degrés, en allant entre 2,7 degrés et 4,5 degrés si vraiment on fait n'importe quoi et on ne prend pas du tout en compte l'obligation, l'impératif de sobriété. Donc, une entreprise qui se qualifierait véritablement de responsable, toutes les autres étant bien sûr des imposteurs, eh bien, accepterait donc de prendre en compte cette donnée d'entrée et de configurer son modèle d'affaires vers un modèle d'affaires net zéro, c'est-à-dire sans émission de CO2 du tout. Et c'est possible, à condition bien sûr de changer pas mal de choses dans la façon de fabriquer le produit et le service. Donc le deuxième pilier à prendre en compte dans le concept de l'entreprise contributive, c'est bien sûr la raison d'être de l'entreprise, à quoi je sers, hein, qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas. Donc, c'est les singularités de l'entreprise, ce qu'elle apporte de différent, d'original à ses clients, mais également au bien commun. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, une entreprise ne peut pas simplement être centrée uniquement sur la satisfaction de ses clients ou de ses parties prenantes contractuelles, mais doit prendre en compte également la satisfaction des parties prenantes non contractuelles, à commencer par le vivant, qui, certes, ne peut pas siéger en tant que tel au conseil d'administration, mais qui peut se faire représenter par des défenseurs du vivant, par des défenseurs des droits de la nature, et qui seront appréciés si, oui ou non, l'entreprise a modifié son modèle d'affaires pour ne plus produire d'externalités négatives associées à sa production physique. Donc, on en arrive bien sûr au troisième pilier qui est dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Et donc, ce que doivent faire les entreprises contributives, c'est de rompre tout simplement avec le modèle linéaire de l'économie, hein, que l'on connaît bien aujourd'hui, hein, qui consiste en fait à extraire des matières premières qu'on ne paye pas, parce que la mère nature a fabriqué ces matières premières, ces métaux, cette biomasse depuis des millions d'années. Et en fait, ce que l'on paye au travers le cycle de production, c'est l'extraction, hein, mais ce n'est pas la matière première en tant que telle. Et on utilise ces matières premières pour fabriquer nos produits, nos solutions, nos vêtements, nos ordinateurs, nos maisons, nos voitures, etc. Au travers d'un processus de production qui prend en compte souvent l'obsolescence programmée, soit par la technique, soit par le marketing, soit par les influenceurs, soit par plusieurs leviers qui sont à disposition des entreprises pour ringardiser le plus vite possible les produits et provoquer le réachat
Et tout ça, ça finit à la poubelle, hein. Donc il y a très très peu de réutilisation en aval des matières premières une fois qu'elles ont été agglomérées pour fabriquer le produit. Donc le taux de recyclage moyen planétaire des matières premières une fois qu'elles ont été extraites et celles qui sont réinjectées dans le système économique, c'est moins de 6% à l'échelle planétaire, hein. C'est extrêmement faible. Et combien même d'ailleurs on arriverait à tout recycler, on sait que pour un certain nombre de matières premières, la recyclabilité n'est pas possible à l'infini, surtout si vous êtes toujours dans une trajectoire, bien sûr, de croissance, parce que vous avez toujours besoin d'aller chercher des matières premières vierges pour compléter ce que vous n'arrivez pas à récupérer. Et puis, donc, l'altération des matières premières après les cycles de recyclage fait que, il y a toujours besoin d'un complément de matières premières vierges et c'est pas possible de continuer comme ça compte tenu que sur le tableau de Mendeleïev, vous savez, nous sommes au pic d'extraction de la plupart des métaux qui sont indispensables en fait à l'industrie aujourd'hui. Donc il faut passer à un autre modèle économique, hein, qui est le modèle de la fonctionnalité, l'économie de la fonctionnalité qu'on connaît déjà bien, mais qu'il faut pouvoir déployer de façon plus large dans les mois et les années qui viennent, et il faut vraiment accélérer cette économie-là où en fait les industriels vont continuer de fabriquer des solutions, hein, mais le modèle de commercialisation ne sera plus basé sur la vente des produits, mais sera basé sur la location, hein, sur l'usage. Et la vraie liberté demain, pour les uns et pour les autres, ce sera de pouvoir jouir de tout, hein, sans rien posséder, hein. L'objectif, bien sûr, n'étant pas le retour au Moyen Âge, aux Amish, à la grotte, etc., comme souvent certains détracteurs de l'écologie lucide semblent le dire, mais il faut avoir conscience que l'économie de la possession, où en fait on utilise extrêmement peu de temps les produits que nous achetons et qui pourtant nécessitent beaucoup de matières premières et d'énergie pour les fabriquer, la fameuse énergie grise, et tout ça, ça vient se stocker dans nos placards, hein. Eh bien, ça, c'est plus possible de continuer d'avoir ce gaspillage avec des taux d'utilisation qui sont extrêmement petits pour l'ensemble des produits du quotidien. Et ce qui est également vrai d'ailleurs pour le B2B. Donc le quatrième pilier de l'entreprise contributive, c'est d'arriver à mettre en place un système de management qui va faire en sorte qu'on va pouvoir innover dans la façon de produire, commercialiser les produits donc sur la base de l'usage et faire en sorte qu'ils soient le plus utilisés possible en utilisant notamment le yield management qui va permettre donc à un même produit d'être utilisé par plusieurs typologies d'utilisateurs selon une chronotopie donnée. Donc toujours moins de produits fabriqués mais toujours plus d'usage et c'est bien sûr l'usage qui permettra de rembourser et de payer les salaires et de faire tourner la machine économique. Mais si on ne change pas in fine le système comptable des entreprises, eh bien, on n'arrivera pas non plus à intégrer dans les prix la nécessité de réparer, de régénérer les écosystèmes qui sont indispensables au business, et qui sont indispensables à la vie, tout simplement. Et c'est d'accepter donc de payer le vrai coût qu'on aurait toujours dû payer si on avait pris conscience des impacts que les activités humaines ont sur les écosystèmes. Et donc, ça veut dire, bon, voilà, il y a trois types de dettes dans une entreprise, hein, les dettes financières, la dette sociale, la dette du capital naturel. Eh bien, la dette sociale et la dette du capital naturel, il faut pouvoir les rembourser, il faut pouvoir les combler en mettant en place des processus monétaires et financiers qui fait que, bon, ben voilà, si on utilise l'écosystème pour produire, eh bien, on intègre dans le prix de vente du produit les sommes qui sont nécessaires pour les protéger, ces écosystèmes, pour les régénérer, pour les préserver, et ça doit apparaître d'une façon ou d'une autre dans le prix payé par le client. Donc, ces méthodologies multicapitales existent aujourd'hui, hein. Cette comptabilité multicapitale existe. Il y a, un savoir académique qui nous a permis maintenant de bien cerner la façon dont ça pourrait fonctionner. À nous de les utiliser à grande échelle. Alors, on peut espérer que la réglementation européenne
nous y conduisent petit à petit. On voit bien avec la CSRD qui va arriver dans quelques mois, en 2025, est un embryon de comptabilité multicapitale, mais il faudra qu'on continue d'aller plus loin dans ce domaine. Et vu le temps qui nous reste, il faut vraiment que des entreprises pionnières mettent en place cette approche le plus vite possible. Alors, un exemple pour mon entreprise, hein, moi je travaille dans une grande entreprise française qui a 6 métiers différents, dont le métier historique et la construction. Et souvent, mes interlocuteurs me disent, mais OK, l'entreprise contributive appliquée chez Bouygues, ça pourrait ressembler à quoi? Alors, je vous donne un exemple emblématique qui est se dire, bon, voilà, est-ce que un bâtiment, une construction, une rénovation d'une infrastructure peut devenir contributif net d'externalités positives et ne plus générer d'externalités négatives? Eh ben oui, c'est possible. C'est possible, et vous allez voir que c'est certes un peu c'est quasi révolutionnaire dans la façon de concevoir l'objet, mais ça tient la route et on pense bien que ce modèle constructif du bâtiment hybride à économie positive pourra et devra s'imposer comme étant le nouveau paradigme de la construction dans les années à venir. Alors, en quoi ça consiste? Ben, ça consiste tout simplement à considérer d'abord le bâtiment comme une banque de matériaux, c'est-à-dire que on construit le bâtiment, on le rénove avec des matériaux du réemploi, parce que peut réutiliser énormément de choses dans un bâtiment lorsqu'on le déconstruit correctement. Lorsqu'on déconstruit des bâtiments qu'on considère comme hors d'usage, on peut récupérer plein de trucs. Alors, certains équipements pourront repartir en recyclage, et puis d'autres pourront être réemployés une fois qu'ils auront été remis en état. Et réemployer, ben ça c'est très bien parce que ça va permettre d'allonger considérablement la durée de vie des éléments constitutifs. Alors quand il s'agit bien entendu d'un bâtiment neuf, eh bien on va pouvoir même dissocier la vente du bâtiment des éléments constitutifs, les éléments constitutifs restant la propriété des industriels, et le copropriétaire du bâtiment va payer un droit d'usage pour ces matériaux pour faire en sorte que l'industriel est vraiment, si l'industriel veut gagner de l'argent, que l'industriel soit incité à faire en sorte que ces éléments constitutifs durent le plus longtemps possible. Et c'est vrai que dans un bâtiment de demain, est-ce que la maîtrise d'ouvrage publique ou privée a intérêt à être propriétaire de la centrale photovoltaïque, des onduleurs, des bornes de recharge, du système d'éclairage, du système de ventilation? Non, 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 pas du tout, hein. La maîtrise d'ouvrage n'a pas du tout intérêt à être propriétaire de cela. Elle doit bien sûr pouvoir utiliser ces infrastructures, utiliser ces équipements, mais c'est bien l'industriel qui va devoir les maintenir en état et en rester propriétaire pour pouvoir en assurer la durée de vie la plus longue possible. Alors ça, c'est le premier levier, donc de faire des bâtiments banques de matériaux. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles de mettre en place très rapidement. Ce sont, bien sûr, juridiquement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais il n'y a pas d'obstacle technique qui empêcherait de faire ça. Alors, bien sûr, vous avez compris que l'objectif, c'est que ces équipements durent beaucoup plus longtemps, hein. Aujourd'hui, on est basé sur les analyses de cycle de vie sont basées sur des durées de vie de 50 ans environ. Bah, il faudrait pouvoir passer à 100 ans ou même à 150 ans, c'est tout à fait possible, ce qui permettra bien sûr d'abaisser notablement l'empreinte carbone. Ensuite, il faut travailler sur ce qu'on appelle la mutualisation, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'optimisation des espaces. Aujourd'hui, les taux d'utilisation des bâtiments sont extrêmement petits, entre 5% et 25% suivant les types de bâtiments. Et à l'intérieur même de ces bâtiments, il y a des espaces qui sont plus ou moins utilisés. Et ben là, l'idée, c'est d'arriver à convaincre les propriétaires des bâtiments de faire en sorte que quand ils ont l'usage, lorsque ces propriétaires ou leurs locataires ont usage de ce bâtiment, bah, ils puissent en avoir l'usage, la jouissance exclusive. Mais quand ils ne sont pas là et qu'ils n'utilisent pas leur parking, leur salle polyvalente, leur salle de gym, leur data center, tout ce que vous voulez, eh bien, qu'il puisse y avoir des utilisateurs secondaires qui puissent l'utiliser un peu comme le même modèle que l'aviation civile, hein, où
l'obsession des compagnies aériennes, c'est que les avions soient pleins et qu'ils soient en l'air. Bah, demain, le modèle économique d'un bâtiment, c'est qu'il soit le plus utilisé possible. Et c'est à la fois possible pour les bâtiments tertiaires, bien entendu, mais également pour les logements, en les rendant beaucoup plus modulaires, c'est-à-dire en faisant des logements dans le logement, en permettant en fait une grande facilité de changement d'usage, de changement de configuration pour pouvoir être toujours adapté à tous les cas d'usage possibles. Et donc cette modularité, cette flexibilité va être nécessaire demain pour pouvoir avoir des bâtiments qui vont être toujours mieux utilisés et utilisés par le plus de gens possible, sans bien sûr affecter le confort des utilisateurs. Donc c'est le deuxième levier, donc la mutualisation, l'hybridation, l'intensité d'usage. Ça permettra bien sûr de construire beaucoup moins, parce que avec des bâtiments qui seront mieux utilisés, on aura moins besoin de construire, jusqu'à 5 fois moins. Donc ça va nous permettre d'avoir plus de place et de remettre de la nature en ville, car je n'ai pas évoqué le sujet de la biodiversité, mais on a vraiment besoin de renaturer les villes, de renaturer les espaces qui sont trop minéralisés et qui créent des îlots de chaleur. Donc avec des bâtiments qui seront plus utilisés, on aura la place de faire cela dans les années qui viennent. Ensuite, les bâtiments vont aussi autoproduire tout ou partie des flux physiques qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Bouygues a inventé les bâtiments énergie positive il y a 10 ans maintenant. Et eh bien, c'est tout à fait possible aujourd'hui de tartiner un bâtiment de photovoltaïque. C'est moins cher que ça a été à une époque. On peut faire de la géothermie également. Et le bâtiment va auto-consommer tout ou partie des flux que le bâtiment va produire lui-même et va pouvoir ensuite, bien sûr, interagir avec les bâtiments d'à côté pour faire du trading énergétique local et participer en cela à la maîtrise de la courbe de charge du quartier. Parce qu'avec l'arrivée des voitures électriques qui va être massive dans nos pays, ben, les bâtiments vont devenir, et les parkings de ces bâtiments vont devenir des hubs d'électromobilité intégrés au bâti, alimentés par le bâtiment, par les bâtiments eux-mêmes, les parkings devenant eux-mêmes des centres de profit, car les véhicules, vous l'avez compris, seront de moins en moins propriétaires et de plus en plus partagés. Et ça permettra donc à ces bâtiments d'avoir aussi des recettes liées au foisonnement des places de parking, mais aussi à la mobilité partagée que ces bâtiments pourra proposer à ces utilisateurs, et pas simplement les utilisateurs du bâtiment, mais aussi les riverains de ces bâtiments. Donc, vous voyez, un bâtiment hybride à économie positive, c'est un bâtiment qui va être moins cher à construire parce que, bien sûr, euh, les, euh, les, euh, les propriétaires du bâtiment vont accepter de louer tout ou partie des éléments constitutifs. Donc, ça sera un peu plus cher, bien sûr, en fonctionnement, mais beaucoup moins cher en achat. Ça sera des bâtiments qui vont générer plus de recettes d'exploitation parce qu'avec un bâtiment qui va être plus utilisé, bah, ça générera plus de recettes d'exploitation, donc ce sera plus rentable, bien sûr, qu'un bâtiment qui est sous-utilisé. Et puis, il y aura donc plus de services, et notamment ce service de mobilité qui va progressivement s'imposer, vu que la fin des véhicules thermiques annoncée d'ici quelques années fera que les véhicules feront leur plein d'énergie dans les bâtiments et pas à la station-service comme aujourd'hui. Donc des exemples comme ça, des exemples de modèles d'affaires contributifs, bah, il y en a plein, le livre qui est derrière moi là. Et au C3D, le Collège des directeurs de plan durable, et les 255 entreprises qui en font partie, eh bien, on passe notre temps à rechercher des nouveaux modèles de cette nature. Et bonne nouvelle, dans tous les domaines, on peut créer de la valeur autrement, sans polluer, sans générer d'externalités négatives. Et c'est tout à fait enthousiasmant parce que ça permet en fait aux uns et aux autres dans les entreprises eh bien, de se réinventer sur la base d'un modèle d'affaires qui permet de maintenir un très très bon niveau de vie matérielle, mais en étant conscient des limites planétaires. Alors voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Ça aurait été certainement beaucoup plus agréable pour vous et pour moi de vous le dire physiquement, mais bon. La technique nous permet donc de faire ce type de réunion, eh bien tant mieux. Et puis je répondrai à vos questions, je pense, dans quelques minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure.